Alors nous voilà ici pour une table ronde sur la biographie et le 7e art. À côté de nous, Philippe Besson pour Vivre vite, qui est un hommage à James Dean chez Julliard. Patrick Brion, que tout le monde connaît au moins la voix, parce qu'effectivement c'est le Ciné-Club, c'est cette voix mythique qui nous a fait tous... la voix du cinéma en France. Voilà, qui nous a fait découvrir des films cultes, donc, qui dans un livre qui s'appelle Les secrets d'Hollywood, à la librairie Vuibert, nous a fait effectivement entrer dans les coulisses des grands tournages. Et puis Philippe Durand, qui est un spécialiste du cinéma français et surtout de Michel Audiard. C'est un audiarologue accompli. Les grands classiques du cinéma français des années 60 qu'on aime tous. Voilà. Et d'autres, et puis les biographies aussi de Belmondo, de Gabin et de la bande du conservatoire, et de Ventura, surtout bien Ventura, sûr. Marielle et tout ça, toute la bande de copains. Alors, et toute la lyre, comme disait Michel Audiard. Voilà. on va y revenir. On va commencer par James Dean, Philippe Besson. Alors James Dean, c'est 3 films. Hein. C'est pas. Oui, en fait, c'est très court, très bref. Très bref. Enfin, c'est quand même À l'Est d'Éden. Oui. C'est quand même Géant. Et c'est quand même La Fureur de vivre. C'est quand même pas des petits films série B. Non, c'est plutôt des grands films. Voilà. Oui, avec en plus Elia Kazan, Nicolas Ray et George Stevens à la réalisation. Donc il y a Pire aussi comme réalisateur. Oui, c'est des films qui ont été tournés dans un temps extrêmement court, 54-55, et qui, chacun à leur façon, marquent l'histoire du cinéma et sont ancrés dans cette Amérique des années 50 qui est en train de basculer, de changer l'époque. Alors pourquoi James Dean? Parce qu'il est mort à 24 ans, il y a déjà 60 ans, alors qu'on a l'impression que c'est pas si vieux. La plupart d'entre nous l'ont pas connu, pour les plus jeunes, l'ont juste connu parce qu'il est passé très très vite en fait. Ça a été vraiment une étoile filante. Et qu'est-ce que c'est que cette fascination? Il est toujours là en fait, James Dean. Oui, c'est ça. Déjà, c'est cette question-là. Pourquoi 60 ans après, il est encore là? Pourquoi il y a une trace de lui qui subsiste? Pourquoi il continue de hanter quelques-uns et d'être une icône du cinéma? Donc ça, c'est une vraie question. Et puis, c'est sans doute, pour moi, une façon de rejoindre l'adolescent que j'étais et qui avait un poster de James Dean dans sa chambre. Donc je me suis dit, voilà, je vais essayer de comprendre un tout petit peu mieux qui est le garçon derrière la légende et derrière le mythe. Parce que quand on nous propose un mythe, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de comprendre quelle est la réalité. Et donc en lisant des choses sur lui, en me rendant ici ou là dans les lieux qu'il a fréquentés, j'ai découvert une histoire qui était beaucoup plus complexe, beaucoup plus ambiguë, évidemment, beaucoup plus ambivalente. J'ai découvert surtout un garçon inconsolable, un petit gamin qui perd sa mère à 9 ans. Bon. Et donc ça m'a intéressé d'aller chercher une réalité sensible autour de lui. Et moi, je ne suis pas biographe. Je ne me définis pas du tout comme un biographe. Je suis un romancier. Donc, j'ai voulu en faire une lecture subjective, une lecture justement sensible de ce personnage-là. C'est un peu ce que j'ai apprécié dans votre livre, c'est que de James Dean, ma génération, on connaît les films et tout ça. Et à mon avis, il est devenu un mythe parce que justement, il est mort jeune. Mais vous faites découvrir l'homme vraiment qu'il était. Attachant. Attachant, et ce qui est intéressant dans votre biographie, c'est que c'est pas seulement l'homme de cinéma. Oui, c'est ça. C'est le petit garçon qu'il a été, qui naît dans l'Indiana. C'est ce garçon de 9 ans qui perd sa mère. Celle-ci meurt d'un cancer après une agonie assez longue. Et il est surtout ce gamin qui raccompagne sa mère de Californie jusqu'en Indiana en train, 3000 km à parcourir, et qui, à chaque étape du train, descend pour aller parler au cercueil de sa mère, qui voyage dans le même convoi. Mais c'est aussi celui qui est abandonné par son père. C'est pas une biographie de plus sur James Dean. C'est vraiment la vie d'un petit garçon qui aurait pu être tout autre. C'est vrai que la partie cinéma n'arrive qu'à la toute fin, parce qu'effectivement, il commence à tourner véritablement comme 1954, c'est-à-dire un an avant sa mort. D'où l'intérêt de cette biographie. C'est vraiment le parcours du petit garçon qui est devenu, à mon avis, parce qu'il est mort jeune, ce qu'il est devenu maintenant. C'est à l'instar de Marilyn Monroe et tout ça, parce que s'ils avaient vécu plus longtemps, est-ce qu'ils seraient restés des mythes? Mais ce qui était vraiment passionnant dans votre livre, c'est justement la vie avant, le parcours, ce qu'il a amené. Rien ne le prédestine à devenir ce qu'il est devenu de nos jours. Non, bien sûr. D'où l'intérêt du livre. Ça le rend très proche, très humain. On est un peu comme Elizabeth Taylor, envie un petit peu de le prendre dans ses bras. Oui, faut être honnête. C'est un petit garnement inconsolable, mais aussi insolent, arrogant, têtu, obstiné. C'est aussi quelqu'un qui correspond pas au canon de beauté de l'époque, parce qu'il n'est pas grand, il fait 1m72. Donc c'est pas l'acteur avec la mâchoire carrée, 1m85, Rock Hudson, genre idéal. Genre, il est voûté, il a des poches sous les yeux, il est
hirsute, il marmonne quand il parle, on comprend après quand il s'exprime. Et pour autant, quand la caméra se met sur lui, il prend toute la lumière. Ce qui est terrible, c'est les essais, par exemple, de La Fureur de vivre. On voit toute une bande de jeunes gens comme ça, et puis il y a James Dean qui arrive et on a l'impression qu'on a éteint la lumière sur tous les autres. Tout d'un coup, c'est comme si toute la caméra n'allait plus que sur lui. C'est très injuste, ça. Mais c'est l'idée qu'à un moment, c'est la grâce. Donc on a envie de comprendre d'où vient cette grâce. Pourquoi ça tombe sur lui et pas sur un autre? Parce qu'un jeune homme en Amérique, à cette époque-là, il y en avait beaucoup. Hein. C'est aussi un passage, un tournant pour le cinéma américain. Parce que lui et Marlon Brando, qu'il va d'ailleurs croiser sur un tournage et qui va peut-être un peu le calmer aussi parce que voilà, deux monstres sacrés qui se rencontraient jeunes. Oui. C'était plus du tout la même époque que Errol Flynn ou Clark Gable. Ils n'avaient pas du tout la même sensibilité, la même façon de se présenter, la même façon d'être. Et vous montrez bien qu'en fait, ce personnage James Dean, il est un petit peu lunaire à Hollywood. Oui, je parle sous le contrôle de Patrick Briand qui sait ça beaucoup mieux que moi, mais c'est vrai qu'il y a l'idée qu'à un moment, avec ces jeunes gens qui font leur entrée au cinéma dans les années 50, on sort du héros viril, ancré sur ses jambes, rassurant ou je ne sais quoi, et on découvre des petits jeunes hommes un peu ambigus, un peu ambivalents, avec une sorte de féminité brutale. Voilà. On voit aussi le corps des hommes pour la première fois, le t-shirt qu'on enlève. Et puis c'est aussi un basculement, c'est-à-dire que La Fureur de vivre, c'est une sorte de prise de pouvoir de la jeunesse rebelle dans une Amérique qui est très puritaine, très corsetée, très conservatrice. Hein. On sort du macartisme, on est en pleine période Eisenhower, franchement c'est pas glamour. C'est La Fureur de vivre et puis l'équipé sauvage. Bien sûr, évidemment. Sous le contrôle de... Exactement. Donc c'est un basculement d'époque et au fond, Dean et Brando incarnent assez bien, je trouve, ce basculement-là. Ouais. Alors, voilà. Et Presley, et les hanches de Presley, bien sûr. Voilà, c'est ça. Alors Patrick Briand, justement, vous nous parlez-vous des grands films mythiques? Alors effectivement, vous parlez de Marlon Brando à la fin de votre livre, effectivement, qui est une autre époque, comme on disait. Mais avant, vous décortiquez, si j'ose dire, un certain nombre de tournages de grands films. Comment vous avez choisi les films? Parce que c'est pas facile. Il y avait quand même pour choisir entre Autant n'emporte le vent, entre les premiers films de Eric von Stroheim, parce qu'on en parlera. Il n'y a que l'embarras du choix, oui, c'est sûr. Comment on choisit? Il y a 150 films dont on a envie de parler. J'en ai choisi quelques-uns pour représenter, en fait, en gros, quelques périodes hollywoodiennes. Bon, c'est sûr que Les Rapaces d'Eric von Stroheim représentent le muet. L'âge d'or hollywoodien, c'est naturellement Autant n'emporte le vent, c'est Le Magicien d'Oz, c'est Casablanca, etc. Un peu plus avant, c'est Freaks, qui est quelque chose de tout à fait impensable. Notamment aujourd'hui. Infaisable aujourd'hui. Et plus proche de nous, relativement, c'est un de vos cinéastes préférés. C'est Apocalypse Now, qui est une forme qui est un film fabuleux. Enfin, c'est un opéra, oui, et qui prouve qu'on peut toujours, que le cinéma américain était encore capable. Alors, l'est-il aujourd'hui? J'en sais rien, mais était encore capable de faire des folies, c'est-à-dire d'échapper à toutes les normes possibles, y compris surtout aux normes budgétaires. Oui. Et puis cette ce code ICE dont vous nous parlez, de la censure, qui a peut-être un peu favorisé aussi l'imagination des scénaristes qui devaient contourner les baisers trop longs, les scènes dénudées, etc. En fait, ils ont fait des choses très suggestives sans avoir besoin de faire des scènes plus crues que ça, finalement. L'erreur est de croire, erreur trop souvent répandue, que le code ICE, le code de censure, avait complètement émasculé le cinéma de l'époque. D'abord, c'est pas vrai du tout, parce que les grandes actrices qui hantent nos souvenirs, que ce soit Rita Hayworth, Lana Turner, Jane Tierney, toutes très sexy quand même, toutes ces femmes. Elles n'avaient pas besoin de se déshabiller complètement. Au contraire, suffisait le gant suffisait. Au contraire. Donc, ça a été une erreur. Et du coup, ça a donné beaucoup d'imagination aux cinéastes, parce que comme ils ne pouvaient pas aller peut-être aussi loin qu'ils auraient voulu, il y avait des objets. On sait très bien que Raoul Walsh, par exemple, mettait régulièrement des symboles phalliques dans ses films. Et en aucun cas, on peut dire que le cinéma hollywoodien est un cinéma censuré et tout. Ça, c'est pas vrai du tout. Les actrices hollywoodiennes étaient tout aussi sexy et désirables
que n'importe quelles actrices, enfin plus d'ailleurs que des actrices d'autres pays où il y avait, paraît-il, moins de censure. Donc ça, le Colonel, c'est un faux problème. Ouais. Et donc, vous commencez par un certain nombre de portraits de producteurs. Ce qui est passionnant, c'est de voir la diversité d'où ils venaient. Ils étaient très souvent des fils d'émigrés ou immigrés eux-mêmes, souvent d'enfance pauvres, de parents qui avaient effectivement eu beaucoup de mal à s'en sortir. Et c'est eux qui ont fait l'âge d'or du cinéma, qui ont cru au cinéma. Et c'est il y a beaucoup de cinéastes européens aussi qui fuyant la guerre. Qui fuyaient, comme je trouve avant on se demande en fait pourquoi est-ce que le cinéma américain est capable, d'ailleurs a marché aussi bien, est capable de parler à tout le monde. Il était capable de parler à tout le monde parce qu'en fait les gens qui ont été les grands producteurs, ils venaient de partout. Voilà. C'était pas des gens, la plupart n'étaient pas américains. Ils étaient fourreurs à Dresde, ils étaient ferrailleurs à Minsk, ils étaient d'origine russe, ils étaient d'origine allemande, d'origine autrichienne. Une grande partie a été obligée de fuir la Russie tsariste. Ensuite, une autre émigration était due à la Russie stalinienne. Naturellement, l'arrivée du nazisme a fait fuir à partir de la fin de janvier 1933 énormément de cinéastes, de scénaristes, d'acteurs. Et tous ces gens, en fait, sont arrivés à Hollywood, qui a été capable, ce dont n'a pas été capable la plupart du temps notre cinéma national, de les accueillir et d'en prendre le mieux. Il y a un exemple qui est formidable. Fritz Lang tourne Western Union, les pionniers de la Western Union, un western pour la 20th Century Fox. On demande à Daryl Zanuck, qui est le patron de la Fox, on lui dit « Mais quelle idée curieuse vous avez eue de faire tourner ce western par un Allemand ?» Et Zanuck répond « Ce qui m'intéressait, c'était justement la vision d'un étranger sur notre propre histoire. » Oui. Zanuck était un homme intelligent. C'est ce qui a fait toute la richesse du cinéma américain de ces époques-là, parce qu'en fait, ils étaient tous issus. Absolument. Tous des réfugiés européens. Quoi. Ça a fait cette espèce de melting pot, pour employer un mot, un cocktail si on veut, à la mode exceptionnelle, qui permettait de parler au monde entier, parce que ces gens venaient de partout. Alors Philippe Durand, vous, votre passion, c'est le cinéma français. Et c'est Michel Audiard. Oui, c'est une de mes passions. Disons que c'est devenu, entre guillemets, ma spécialité. J'ai découvert et redécouvert Michel Audiard comme beaucoup. Et c'est un monde tellement fascinant que je n'ai pas fini de l'explorer. Alors Audiard, en fait, il est devenu un classique. On parle du Audiard, on parle toujours aujourd'hui du Audiard. C'est un cinéma un peu d'époque, les années 50, les années 60. C'est un petit peu daté, c'est les truands qui ont plutôt l'air sympathiques, il faut bien le dire. Et en fait, Audiard a fait tout un monde, c'est les maisons de passe, c'est les prostituées, et il les a rendus extrêmement proches de nous. Et en même temps, maintenant, on parle Audiard dans la rue. Les nouveaux jeunes parlent toujours Audiard. Ils s'en rendent pas compte. Alors qu'au départ, c'était un cinéma très populaire qui n'avait pas la même aura à l'époque, je pense, qu'il l'a maintenant. Dans le langage commun, Audiard. C'est vrai que le cinéma populaire de ces années-là, par son nom, c'était le cinéma donc destiné au plus grand nombre. On a redécouvert ce cinéma plus tard, mais on a surtout redécouvert la qualité d'Audiard. Parce que quand vous dites qu'on parle du Audiard dans la rue, c'est malheureusement faux. Parce que si on arrivait à parler du Audiard dans la rue, il n'y aurait pas Audiard. C'est-à-dire qu'on essaye de faire du Audiard. Et Audiard, son génie, sa puissance, c'est d'avoir mêlé le langage populaire qu'il connaissait, puisqu'il avait grandi dans la rue, au langage littéraire qu'il connaissait également, parce que c'était un très grand érudit. Et donc il a fait ce mélange. Et quand on relit, on écoute ces phrases, c'est un excellent mélange de mots populaires dans une construction narrative très structurée, et j'allais dire très presque poétique, et en tout cas très française classique. Et c'est ça l'une des magies d'Audiard. Ouais, c'était un grand. Il avait beaucoup de références littéraires dans ses phrases. Le meilleur moyen de repérer un film dialogué à 100% par Audiard, c'est qu'il faut qu'il y ait une référence littéraire dedans. Si elle n'y est pas, on peut avoir des doutes sur l'origine du scénario. Parce que là, dans votre livre, vous parlez du cinéma des années 60, donc c'était des films populaires, drôles, mais il a fait aussi, à la fin de sa vie, des films beaucoup plus... pas seulement à la fin de sa vie, mais des dialogues sur des films qui sont dramatiques. Tout à fait. Je pense à Garde à vue, Mortelle Randonnée, ou tout ça. Oui, qui était beaucoup plus fort. Il y a plusieurs périodes chez Audiard, mais cette période... Ça prouve que c'était vraiment on la retrouve dès le début, si vous regardez Une histoire d'amour, le film avec Louis Jouvet. Oui. On entend du Audiard qu'on retrouve après dans Mortelle Randonnée, dans Garde à vue. Il avait déjà ça au départ.
De toute façon, c'est un vrai écrivain, je veux dire, c'est pas seulement un... C'est un grand écrivain. Puis c'était la grande époque où il y avait des dialoguistes. Hein. Oui, c'est ça. Oui. Parce que les ça, dialogues n'existent plus aujourd'hui pratiquement. non, c'est ça le problème. C'est vrai aussi que ça a été une période particulièrement faste. Oui, il n'y avait pas que lui, il y avait Henri Janson, il y avait plein de dialoguistes, Prévert. Ouais. Il y avait vraiment... Il y avait scénario 2, dialogue 2. Ouais. Voilà, oui. Ouais. Comme à Hollywood, on faisait beaucoup appel aux auteurs. En fait, c'était vraiment on faisait les écrivains, on leur demandait de faire des scénarios. Ben, messieurs, merci beaucoup. C'était trop J'avais court. juste une question très difficile pour chacun de nos invités. Ah. Quel est votre film de James Dean préféré? Quel est votre film américain préféré? Quel est votre film d'Audiard préféré? Ça va être dur à répondre. Hein. Oh, moi, c'est La Fureur. Vraiment, je trouve que c'est des trois le plus complet. Et cinématographiquement, c'est le plus fort, me semble-t-il. Oui. Et c'est là où il est, je trouve, lui, meilleur acteur. Alors, moi, je vais choisir un film un peu plus difficile, qui est le film de Vincente Minnelli, qui s'appelle Les Ensorcelés, avec Kirk Douglas et Lana Turner, parce que c'est un film sur le tournage des films, sur le monde hollywoodien. C'est l'histoire d'un producteur. Oui, donc, on comprend comment se fait un film, c'est-à-dire un film doit être surtout l'œuvre de gens modestes. C'est ça la leçon des Ensorcelés. Alors, quant à moi, j'hésite selon les jours entre deux. Et à certains jours, ça peut être un singe en hiver, et le lendemain, c'est le Cap sur Rebif. Ah, moi, c'est le Cap sur Bif. Si j'ai pas le moral, je regarde le Cap sur Bif. Exactement, quand on n'a pas le moral, c'est le Cap sur Rebif. Ça marche à tous les coups. Où est-ce que tu l'aurais mis le tableau? Moi, à la cave, ça c'est... Merci beaucoup. Donc, je vous invite à vous jeter sur les livres de nos invités. Voilà. Donc, le petit Audiard illustré par exemple de Philippe Durand au Nouveau Monde Édition, le Vivre vite de Philippe Besson chez Julliard et Les Secrets d'Hollywood de Patrick Brion à la librairie Vuibert. La voix du cinéma, celui qui m'a fait aimer le cinéma. Oui. C'est grâce à lui que j'ai cet amour du cinéma depuis que je suis tout petit. Merci beaucoup.